Euh, Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Dans le fond notamment. Alors je réitère l'appel. Il y a des places sur les côtés. Vous voyez très 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 bien. Et plutôt qu'être dans le fond debout, je vous recommande vraiment de venir vous asseoir à côté. Donc aujourd'hui, on va parler de deux éléments essentiels qui sont le cloud privé et DevOps. Et pourquoi cet enjeu j'utilise l'expression, c'est les deux faces d'une même pièce. Pour bien comprendre les concepts, voir l'évolution qui s'est produite ces dernières années sur ces sujets-là, et bien comprendre de quoi on parle. DevOps, c'est devenu un sujet un peu marketing, un peu un buzzword. Et derrière ce concept, aujourd'hui, beaucoup de gens, oulala, beaucoup de gens n'y associent pas toute l'essence qu'on doit mettre vers DevOps. Il y a d'excellents ouvrages sur le sujet. Beaucoup sont devenus extrêmement épais parce que le domaine s'est enrichi. Mais si vous voulez découvrir les concepts vraiment les plus simples, il y a un excellent livre qui s'appelle The Phoenix Project, se lit comme un roman. C'est d'ailleurs un roman. C'est le roman d'un responsable infrastructure qui devient le patron d'une société et qui doit mener un projet qui s'appelle le Phoenix Project. Et en fait, il va expliquer toute la transformation DevOps dans un maximum de contraintes et avec énormément de soucis. C'est extrêmement romancé et c'est extrêmement facile à lire sur un week-end et vous comprendrez tous les concepts. Donc je n'ai pas la prétention en 10 minutes de faire aussi bien que ces ouvrages de 500 pages, mais je pense que les concepts principaux, on peut les expliquer simplement. DevOps, qu'est-ce que c'est? C'est un cercle vertueux où on va envoyer les idées en production extrêmement rapidement, on va récupérer du feedback et on va recommencer. Quand on perd cette idée de DevOps, dans toute transformation, on se trompe. Fondamentalement, c'est ce cercle vertueux qu'il faut reproduire. Il y a plein de questions associées à ce cercle vertueux. C'est, oui, mais si jamais j'envoie des choses non stables chez mes clients, qu'est-ce qui va se passer? DevOps ne dit pas qu'il faut envoyer des choses non stables. Alors comment est-ce qu'on fait? La première des choses, c'est de voir que sous-jacent à DevOps, il y a toute une théorie du lean manufacturing qui a émergé dans l'industrie automobile pendant 150 ans. La seule différence, c'est que DevOps, on applique cette transformation de l'industrie automobile de 150 ans en 5 ans. Donc les concepts, les habitudes, c'est beaucoup plus compliqué de les diffuser. Mais il faut bien se souvenir de qu'est-ce qui s'est passé dans le monde automobile. Dans le monde automobile, tout au début, on assemblait toutes les automobiles à la main, les pièces étaient uniques, aucune standardisation. Et ça marchait excellemment bien. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez toujours aller acheter une voiture chez un constructeur anglais qui s'appelle Morgan et vous allez choisir pour votre châssis l'arbre qui va servir à votre châssis. Un beau zèbre du Liban qui vont débiter et ce sera votre châssis qui sera construit à partir de cet arbre. Et les Morgan sont des excellentes voitures. Quel est le pendant à cette fait sur mesure pour un client? Le pendant, c'est tout simplement le prix. Moi, malheureusement, je n'ai pas les moyens de m'offrir une Morgane, mais je respecte tous ceux qui ont réussi et qui peuvent se l'offrir. Mais si on était resté sur ce modèle économique, l'automobile, ça ne serait pas pour vous et pour moi dans nos possibilités financières. Peut-être pour vous si vous avez beaucoup de chance, et c'est très bien pour vous. Mais suite à ça, Henry Ford a décidé qu'on pouvait faire les choses différemment pour abaisser les coûts. C'était la standardisation à l'extrême du processus de fabrication et des pièces. Et l'image iconique de cette époque, c'est les temps modernes de Charlie Chaplin. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de Charlie Chaplin, il est sur la chaîne de montage et du jour au matin, il fait un geste qui est comme ça, de serrer des vis. Et il fait ça toute la journée.
Donc, d'un point de vue réalisation personnelle, être ouvrier sur une chaîne de ce type-là, ce n'est pas forcément exceptionnel. Et Ford, implicitement, il accepte le compromis associé à ce modèle. Et le compromis, il est simple, c'est la standardisation. Un seul produit. Alors, on lui prête cette phrase, le client aura le choix de sa voiture et de sa couleur, à condition que ce soit une Ford T de couleur noire. 2000 $. Succès énorme. Et c'est devenu en fait l'image de l'industrie américaine automobile que tout le monde a essayé de reproduire. Sauf que dans la vraie vie, ça ne s'est pas exactement passé de cette façon-là. D'abord, Ford n'est pas devenu le premier constructeur américain. C'est effectivement la voiture la plus vendue, mais il s'est heurté à General Motors. General Motors, sous la conduite de leur PDG, Jerry Sloan, a décidé d'avoir des produits différents pour chaque type de population qu'ils voulaient adresser, avec des marques totalement différentes, comme Pontiac et Oldsmobile. Et ça a été un vrai succès économique. À la fin de la guerre et dans l'immédiat après-guerre, Ford est un nain. General Motors est sans aucun doute le numéro 1. Donc le modèle économique qui consiste à répondre aux besoins du client est un modèle économique gagnant. Par contre, derrière, d'un point de vue industriel, chez General Motors, ils souffrent. C'est difficile. Pourquoi ? Parce que leurs chaînes sont toujours conçues sur le modèle Ford, à savoir des ouvriers qui ont l'habitude de faire des gestes identiques, qui ne comprennent pas le processus, un travail microscopique avec des tâches individuelles extrêmement courtes, et ce modèle, il ne fonctionne pas, ou pas bien. En fin de chaîne, on s'aperçoit que la voiture qu'on devait produire, elle n'a pas le moteur, et on renvoie la voiture au début de la chaîne. Donc les coûts sont mal maîtrisés, et pour sortir une voiture chez General Motors, il faut 4 ans en moyenne. Mais le modèle économique, il est quand même pertinent. Arrive Toyota qui change tout. Ils changent complètement le modèle, ils acceptent la variabilité et la standardisation, c'est-à-dire que les pièces qui sont assemblées sont toutes les mêmes. Par contre, l'assemblage doit être fait avec une obsession, la vitesse. Moi, je me rappelle, au début des années 80, la seule chose qu'on remontait, c'était chez Toyota, il faut 20 heures pour assembler une voiture, alors que chez Renault, il fallait 92 heures. J'avais jamais compris pourquoi ça avait un impact aussi important. Cet impact, il est essentiel, c'est que si vous allez très vite, il ne faut pas que vous ayez de stock, il faut que les passages d'un atelier à l'autre se fassent extrêmement rapidement, sans aucune rupture. Et du coup, la qualité augmente. Les gens qui travaillent, vous allez essayer de réduire ces tâches microscopiques à des étapes et le moins d'étapes possible réalisées par une équipe. Et vous allez valoriser vos ouvriers. Les ouvriers chez Toyota, ils ont une vraie progression de carrière et ils peuvent finir comme San, c'est un titre distinctif au Japon de respect, chez Lexus, quand ils sont devenus des maîtres artisans. Et on voit bien l'évolution qui s'est produite dans le monde automobile. C'est ce qui s'est passé dans le monde informatique ces 5 dernières années. On est passé d'un mode où on construisait à façon des choses qui tournaient très bien pour des clients particuliers, et ça peut toujours être nécessaire, à un modèle où on va essayer d'industrialiser avec des tâches microscopiques la production informatique et trouver les ressources les moins chères possibles. D'où l'outsourcing dans des pays à faible valeur ajoutée et 10 ans dans cette industrie, ou alors qu'on était plutôt dans une industrie sympathique et très créatrice, on s'est retrouvé un peu dans un cercle pas vertueux, puisqu'on voyait que ça ne fonctionnait pas très bien. Depuis 5 ans, ceux qui ont changé ce modèle-là et ont appliqué le modèle DevOps, c'est les gagnants. Personne ne remet en cause que Netflix a créé un objet informatique stable et pérenne. Ils se sont basés sur DevOps. Les développeurs chez Netflix, je peux vous le dire, on ne cherche pas à le moins les payer possible.
C'est pareil aujourd'hui chez tous les éditeurs. On a profondément changé la façon dont on cherche nos développeurs. On ne cherche pas des usines où les développeurs sont les moins chers. On va chercher les meilleurs développeurs. Et tout d'un coup, depuis 5 ans, l'informatique, ça redevient une industrie sympathique et créatrice pour répondre aux besoins du marché. Donc fondamentalement, comment ça s'est traduit en informatique? Ça s'est traduit, il faut se transformer à l'échelle pour obtenir des résultats business. Et ça, je l'ai repris du DevOps Handbook avec les 3 mécanismes qu'il faut maîtriser. Comment je vais accélérer ma livraison, comment je vais avoir une vision système de mon usine et comment je vais être capable de reprendre du feedback. Et il en a tiré des principes qui doivent guider à la transformation DevOps. Et on parle bien de transformation. DevOps, c'est pas à J-1, je ne suis pas DevOps, à J+1, je suis DevOps. Il faut le faire par étapes. Il y a des choses à respecter. C'est une transformation aussi bien technologique qu'organisationnelle. Ça perturbe l'organisation, études et production, où on avait séparé ce modèle industriel. Là, on voit qu'on va essayer de chercher, de briser les silos, donc ça la perturbe énormément. Et ça va donc fournir, à la fois d'un point de vue technologique, organisationnel et humain, des profondes évolutions. Mais la bonne nouvelle pour nous tous, c'est que l'humain et sa compétence devient un facteur essentiel de succès. On ne peut pas faire DevOps avec des gens qui ne sont pas au centre de la transformation et qui ne sont pas compétents et valorisés. C'est ce qui a été tenté dans le modèle automobile en copiant le modèle Toyota. Si les ouvriers ne sont pas valorisés, le modèle Toyota ne fonctionne pas. Exactement pareil chez DevOps. Après, il faut bien comprendre comment ce cycle va fonctionner. Et voici une version extrêmement simplifiée de DevOps et du développement. On va des idées vers les équipes de dev, puis les opérations, puis vers le client. Dans un mode waterfall, le business mettait grosso modo 4 mois à se mettre d'accord. Les développeurs mettaient 12 mois à sortir un produit en respectant au mieux les 500 pages de spécifications. Et les opérations et le client avaient en gros 1 mois pour l'accepter et dire ce qu'ils en pensaient. Mais il y a eu une évolution dans la façon dont on développe, puisque le mode du cycle en V a évolué vers un mode agile. Et tout d'un coup, les développeurs ont été capables de livrer les versions tous les mois. Et de dire, plutôt que réfléchir pendant 12 mois avec un tunnel tout en ne sachant pas, essayons de regarder plus tôt qu'est-ce que ça donne. Sauf que, tout d'un coup, ce qui était tout à fait acceptable, c'est-à-dire que l'activité la plus difficile représente 12 sur 18, les 2/3 du temps passé, tout d'un coup, l'activité qui, a priori, paraît la plus difficile, ne représente plus qu'un 1/7 de l'activité. Et finalement, on voit un bénéfice, mais ce bénéfice, il met en lumière le fait que attendre 4 mois le business, c'est pas top, et que tout d'un coup, quand c'est fini, que les développeurs ont fini, les opérations et la collecte des informations chez les clients sont sous pression. Sont sous pression parce que ça représente quasiment la même chose et on ne comprend pas la valeur créée par ces activités par rapport au cycle de développement. Et aussi, si on n'arrive pas à le mettre entre les mains des clients très rapidement, on a du mal à récupérer du feedback. Donc le mode agile, cette évolution qui s'est produite ces dernières années, a mis sous pression et le business et les opérations. La première des choses qu'il faut, c'est faire évoluer le business. Et c'est vu par Nationwide, où ils ont fait une transformation DevOps. Je vous invite d'ailleurs à regarder leur conférence, c'est absolument intéressant. Nationwide, c'est une grosse société américaine d'assurance, pas une start-up. Donc ils partaient avec 8000 développeurs, enfin 8000 IT professionals, et ils ont complètement transformé. Et c'est devenu aujourd'hui l'une des entreprises les plus admirées aux États-Unis d'un point de vue informatique. Et ils partaient de très 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 bas. La première des choses qui sont vues, c'est que pendant que et c'est d'ailleurs le dirigeant qui le dit, pendant que nous on réfléchissait aux directions qu'on devait donner aux développeurs, on avait une productivité quasi nulle dans nos équipes. Donc en gros, le premier trimestre était passé à attendre que les patrons se décident vers où on devait aller. Ils ont complètement supprimé ça.
La deuxième des choses à opérer, c'est de regarder qu'est-ce qu'on parle de DevOps. Si DevOps, on regarde que les devs et les opérations, on oublie le business et le client, on casse notre chaîne qui est d'envoyer rapidement des idées vers les clients. Donc il faut embrasser l'ensemble de ces étapes et tout faire pour mener un cycle itératif entre 1, 3 mois ou une semaine. Le cycle qui, pour votre organisation, est la bonne. Et c'est cette mesure qui doit être la mesure centrale de toute activité DevOps. Combien de temps je mets pour qu'une idée aille en prod? Et il faut toujours se tirer et opérer. J'emprunte ça à McKinsey pour montrer des résultats des transformations DevOps. Et on voit, vous distinguez, faites-moi confiance, que la suppression du rework, la suppression des temps d'attente entre les différentes étapes a donné des résultats extrêmement spectaculaires. Et c'est un article qui publie de façon publique sur le web qui s'appelle Finding the Speed to Innovate. Et dessus, ils insistent, pour y arriver, voilà 5 activités que vous devez mener. Et classiquement, on voit il faut accélérer le setup, il faut faire du déploiement, il faut faire du test continu. Donc des pratiques particulièrement documentées. Mais tout d'un coup, on s'est dit que le setup de l'infrastructure, il devient essentiel. Pourquoi? Parce que si vous avez développé de façon agile, mais qu'un développeur ne peut pas obtenir un environnement de test en quelques secondes, vous perdez du temps. Et vous perdez du temps, il ne peut pas tester et vous cassez ce cycle vertueux. Et ça devient donc absolument essentiel de le faire. Et on fait des workshops d'une journée qui s'appellent des DevOps Innovation and Orchestration et sur lesquels on regarde quels sont les obstacles que les organisations rencontrent dans l'adoption de DevOps. Plus de 2/3 de ces organisations mettent comme facteur numéro 1 le fait que les développeurs n'ont pas d'environnement flexible à leurs pieds. Ce qui leur manque, c'est je veux en un clic pouvoir avoir un environnement où je délivre la version sur laquelle je travaille, soit pour vérifier que ça marche, soit pour simplement la mettre à disposition de l'étape suivante. Si vous avez une infrastructure agile, vous pouvez le faire. C'est le cas aujourd'hui des clouds publics. Mais tous les workloads, toutes les activités ne peuvent pas se faire dans le cloud public, soit pour des raisons de choix, de sécurité, que je respecte, je ne débat pas, soit pour simplement des raisons réglementaires. Par contre, dans cette transformation, il ne faut pas oublier l'automation et la standardisation. Si chaque développeur a sa propre base de données, a son propre operating system, il est impossible d'automatiser. Donc, associé à DevOps, il faut standardiser. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire quelque chose d'unique, mais ça veut dire que l'organisation doit choisir un ensemble de composants, maîtriser ce nombre pour, maîtriser la dette technique et faciliter l'automation. Parce que de l'automation qu'on ne fait qu'une fois, il n'y a pas de retour sur investissement. Dans le cloud privé, ce qu'on va chercher, c'est à reproduire les activités du cloud public. Et les entreprises peuvent l'utiliser, soit pour moderniser des entreprises, des applications existantes, soit pour opérer des applications natives. Alors, je pensais vous faire une démo, mais on a eu quelques petits soucis avec la partie VGA vers HDMI. Donc ce sera une vidéo. Bon, c'est toujours un effet démo, mais là c'était avant que pendant l'exécution. S'il y en a qui veulent le voir en live, je serai disponible sur mon site avec mon propre PC. Là, ce n'est pas le mien. Alors,
Ça a été fait par un de mes collègues, où on va avoir une application qui est assez compliquée, traditionnelle, avec énormément de composants, qu'il va essayer en fait d'installer en un seul clic. Et il est essentiel de voir que l'ensemble de ces applications ont des composants assez riches qui permettent d'évoluer de façon assez importante avec pas mal d'activités qui sont nécessaires pour faire évoluer l'application. Et ce que je veux, c'est faire des tests fonctionnels sur mon application et obtenir des résultats tout en respectant des activités. Donc je vais me loguer dans un portail qui va me permettre de demander une requête. Je vais voir, excusez-moi, je vais voir comment ça va se passer. La première des choses, c'est que je vais devant le portail et je vais lancer une requête et je vais demander un environnement de dev and test. Ça, c'est quelque chose qui peut être entièrement customisé et qui va nous permettre... L'effet démo aujourd'hui aura été particulier, mais il n'y a aucun souci. Et vous voyez, en un seul clic, je vais déployer une application et on va regarder quel est le plan d'architecture sous-jacent. Mais là, je suis capable de mettre ce type d'outils à disposition des utilisateurs. Et ce qui est essentiel, c'est de se concentrer sur des activités que les développeurs comprennent. Quelle est votre cible? Il faut se centrer sur la partie applicative, fournir des services applicatifs. Si vous exposez l'ensemble des services comme des activités que les opérations ont l'habitude de manipuler, eh bien, vous n'allez pas réussir à embarquer les développeurs. On doit se concentrer dans le passage de l'un à l'autre sur une poignée de main facile à complémenter. Vous voyez qu'il a fini le déploiement. Le processus est complété. On a créé 3 VM et ces VM, on va voir maintenant comment on les a déployés. On va d'abord voir l'application. Et en fait, c'est une application qui permet de réserver un voyage. Cette application a été déployée en 20 minutes. Il y a plus de 30 composants. Donc, on a automatisé tout le déploiement de tous les composants avec l'outil Urban Code. Et là, on vérifie le bon fonctionnement de cette application. On a lancé des tests pendant la même activité et aujourd'hui, on va regarder les tests pour voir quel type de test j'ai mené. Est-ce que ces activités ont été effectivement bien lancées, puisque j'ai intégré dans mon one-click le lancement des tests. Donc, on est capable de faire du test continu dans la même activité en un seul clic. Absolument essentiel de se concentrer sur qu'est-ce que je fournis à mes utilisateurs. Et sous-jacent derrière cette magie, on a un plan d'architecture qui, graphiquement, vous permet de visualiser tous vos composants, écrits, visualisables en diagramme, écrits avec un source qui est du langage HIT Orchestration Template, qui vous permet de le déployer soit sur votre cloud privé VMware, soit potentiellement sur de l'OpenStack, soit sur de l'Azure si vous voulez le faire public. Avec ce plan d'architecture, vous êtes capable de déployer. Et chaque composant que vous avez vu va suivre un workflow qui va lui permettre de se déployer. Donc vous allez établir un plan d'architecture complet de votre solution et vous allez être en mesure de déployer en un seul clic
votre activité. Là par contre, je... Hop. Donc, ce qu'on a vu, c'est que vous avez un catalogue de self-service qui est utilisable par API, dans lequel vous allez mettre la gouvernance de votre entreprise. Si vous demandez un test pour déployer 1000 VM, peut-être que le directeur financier de l'usine va être intéressé pour savoir si c'est autorisé ou pas. Donc tout ce qui n'est pas technique ou tout ce qui peut être fait manuellement, vous allez le faire avec notre Nutri ICO, qui dispose d'un workflow de BPM, qui est d'ailleurs le BPM d'IBM. Avec Urban Code Deploy, vous allez pouvoir définir le plan d'architecture compatible avec tout type de cloud privé, associé à du VMware, associé à de l'OpenStack, associé à tout ce que vous voulez. Et vous allez pouvoir facilement déployer chaque composant avec une autre partie d'Urban Code qui va automatiser la livraison du composant. Et ce qu'on vient de voir là, c'est que d'un point de vue utilisateur, on a été capable de déployer en un seul clic une application complexe faite de 37 composants. Et ça, c'est essentiel dans le succès de DevOps. Cette activité, comme développeur, je veux pouvoir en un clic déployer mon application pour la tester de façon réaliste. Elle est essentielle parce que le test continu, c'est une activité la plus importante dans DevOps. Si vous voulez aller rapidement en prod, il faut tester tout le temps. Vous n'allez pas mettre de la petite en prod. Et cette peur que les développeurs envoient de la petite en prod, c'est un des obstacles principaux pour les opérations. Parce que qui va se tourner vers qui on va se tourner si les utilisateurs ne sont pas heureux, s'il y a plein de bugs, si ça s'écroule, vers les opérations. Et donc cette double incompréhension est fournie un vrai ralentisseur. Par contre, si les opérations savent comment sont faits les plans d'architecture, et c'est eux qui ont défini les briques de base que les développeurs consomment, alors la confiance peut régner et on peut y aller. Quelques utilisateurs qui ont utilisé une partie de nos solutions, Almeris, qui a fourni pour ses clients un ensemble de cloud privés, qui avait pour objectif de rendre leur data center beaucoup plus flexible, tout en conservant énormément de sécurité. Donc c'est un fournisseur de cloud privé où la sécurité est l'obsession. Ils sont certifiés pour héberger des données de santé. Et là, vous avez leur environnement de production avec ICO, où ils ont réussi à déployer jusqu'à 15 VM en moins de 3 minutes. Mais on voit bien ici que le passage au middleware, ça suppose une forme de standardisation. Chez leurs clients, aujourd'hui, il y a énormément de variabilité. Donc l'automation du blueprint architectural, le ROI n'est pas évident si la standardisation n'est pas opérée. Autre activité du cloud privé, où il y avait une forte diversité et une immense contrainte de temps. C'est AXA, qui avait fait des essais avec des concurrents, des amis, des collègues, mais sans énormément de succès. Eux, c'était vraiment le temps qui était l'obsession. Il fallait déployer une solution de cloud privé en moins de 6 mois avec des niveaux de service extrêmement élevés sur 10 data centers dans le monde. On ne parle pas d'un petit budget à quelques K euros. Et là, ils ont, plutôt que prendre Urban Code comme moteur de plan d'architecture, ils ont choisi une solution plus propriétaire d'IBM, qui s'appelle PureApp, qui arrive avec ses propres catalogues de patterns, sécurisés, hautement disponibles avec les qualités intrinsèques. Donc, ils sacrifient la portabilité, ils sacrifient le fait de pouvoir s'intégrer facilement à un système d'information, en sachant que ça a été le véhicule vers une vitesse et rendre disponible pour leurs clients un cloud privé. Et ils l'ont fait en 6 mois. Et vous voyez, vous devinez
qu'ils ont communiqué sur ce sujet-là. Et effectivement, au bout de 6 mois, pour être tout à fait honnête, au bout de 6 mois, 9 des 10 data centers ont été déployés et sont opérationnels. À l'échelle mondiale, c'est un vrai tour de force, tout en ayant complètement remis à jour et le réseau et la sécurité. L'un des éléments essentiels difficiles dans le cloud privé, c'est que le réseau devient un élément fondamental. Il faut automatiser le réseau. Donc la création d'IP à la main, la création de firewall à la main, ben ça c'est un facteur extrêmement limitant. Donc vous pouvez l'automatiser en BPM, en créant une tâche manuelle, mais généralement pour que ce soit efficace, tous nos clients associent la création d'un SDN avec la création de leur cloud privé. Mais tout serait simple si on était passé dans un monde où la seule évolution serait été, on va dire, des workflows à automatiser. Malheureusement ou heureusement, beaucoup de révolutions, évolutions se sont procédées. La première des choses, c'est que les idées, on voit maintenant beaucoup de, excusez-moi, sur ce domaine, énormément de choses qui évoluent sur la partie design thinking. Donc les idées, c'est très important. Il ne suffit pas d'écouter ses clients et d'automatiser, il faut aussi avoir des idées brillantes. Si une voiture est moche, vous n'allez pas l'acheter. Il faut qu'elle soit jolie. Et aussi, on a une évolution sur le monitoring en utilisant du machine learning, et on a une évolution sur la façon dont on conçoit et on développe des applications avec des microservices et des containers. Les microservices, vous allez absolument séparer en différentes petites parties votre architecture. Donc une architecture qui était en 3 tiers, avec un front-end, peut-être que le front-end, vous allez créer 200 microservices. Si vous faites correspondre un microservice à une VM, ça vous fait 200 VM, et à l'échelle de l'entreprise, ce n'est pas pertinent. C'est pour ça que l'architecture microservice a trouvé son compagnon idéal informatique, le conteneur, qui lui n'embarque pas l'OS invité dans son container. Et il permet comme ça de mapper des microservices, d'organiser des containers et d'avoir pour chaque microservice un ou peut-être 2-3 containers qui permettent de passer à l'échelle sur l'architecture microservice. Tout va bien quand vous avez 10, 20, 30, 40, commence à souffrir, containers. Par contre, quand vous commencez à avoir des applications qui ont 200 microservices, chacune entraînant 200 containers, multiplié par un nombre d'applications, on sera tout rapidement à 1000 à 2000 containers pour une entreprise, simplement pour on va dire 1 à 2% de leur patrimoine. Donc pour l'augmentation, on voit bien que opérer 2000 containers, il va falloir le faire différemment. Et c'est le rôle des orchestrateurs. Kubernetes s'est imposé comme aujourd'hui le plus populaire. Et IBM a décidé d'utiliser cette open source Kubernetes dans l'ensemble de ses offres basées sur les containers. Kubernetes a été inventé, développé par Google. Mais aujourd'hui, il est disponible pour tout le monde en open source. Il a l'avantage de pouvoir fournir des services de montée en charge et d'avoir une excellente gestion des ressources. Il est centré sur un nœud master et différents worker nodes dans lesquels vous allez avoir des pods qui sont des regroupements de 1 à n containers. Et il a la capacité de détecter quand un container, quand un pod est tombé, de le redémarrer où il veut et d'assurer la communication entre les différents microservices parce qu'il sait où sont les microservices à travers de sa table IP. Ainsi donc, il permet l'opération et le traitement d'un ensemble de classes de problèmes de production qui seraient impossibles à traiter sans lui. Pardon. Excusez-moi.
Démonstration de clic. IBM, officiellement depuis le 24 octobre, a sorti une offre, Barry centrée sur Kubernetes et offrant aussi des services Cloud Foundry, qui permet de surveiller, contrôler toute une architecture basée sur les containers. On a vraiment pris tout le meilleur. Et on va fournir tout le meilleur aussi dans les semaines qui viennent. On a fourni Kubernetes avec des Helm charts. Et cette offre, vous pouvez la downloader et l'opérer depuis chez vous. L'installation est aisée. Et en plus de ces services, où vous allez avoir du monitoring, du login, de la surveillance, vous allez avoir accès en quelques clics à un catalogue de middleware du monde open source ou du monde IBM. DB2, Redis, Liberty, WAS, il y en a énormément. Et vous allez pouvoir les instancier en quelques secondes. Ça a connu un succès assez... ça se propage comme vraiment une traînée de feu. Aujourd'hui, on a des clients qui sont déjà références, comme l'organisme de pension de retraite finlandaise et une banque allemande dont j'ai oublié le nom, je ne sais plus si c'est Deutsche Bank ou Commerzbank. L'une des deux, mais les deux l'utilisent. Et je vous propose de voir la vidéo où là, l'objectif, c'est d'utiliser une application de machine learning avec du TensorFlow, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus... Alors attendez. Tout ce qu'il y a de plus complexe en quelques clics. Où est mon... Vous voyez qu'on est capable de surveiller nos activités. Ce qui va nous intéresser, c'est l'utilisation du processeur GPU. Et là, on est devant l'interface graphique. On va directement aller sur la partie système et on voit qu'on a différents référentiels, dont certains arrivent, et un référentiel qu'on a ajouté, un référentiel du monde libre qui est TensorFlow, qui est l'algorithme de machine learning. Là, vous avez l'ensemble du périmètre, et sur la partie TensorFlow, on va l'instancier, l'installer, et on va voir que dans mon mode applicatif, j'ai un ensemble d'applications, et je vais déployer cette application en lui donnant un nom, des caractéristiques. On peut faire du avec état et sans état, avec persistance de données, sans persistance de données, et je vais donner des noms à l'ensemble de mes containers. Je vais ainsi instancier très rapidement ce container en utilisant le code avec une plateforme qui me permet de voir effectivement l'ensemble de mes microservices. On peut d'ailleurs faire la démo d'aller sur un microservice, supprimer le pool et voir Kubernetes le redémarrer automatiquement. Et tous les événements de ce log qui nous permettent notamment d'avoir le token pour se connecter à l'application. Donc je vais maintenant aller sur l'application. Je l'expose. Tout ça à la ligne, sans ligne de commande, graphiquement, à la portée de la plupart des administrateurs système. J'ai mon application disponible, je la démarre, je fournis mon token que j'ai récupéré dans mes logins, je vérifie qu'elle fonctionne. Donc là, on l'a fait démarrer, on regarde le code. Et maintenant, je n'ai plus qu'à vérifier qu'on a été capable de charger la partie GPU. Et c'était sur cette démonstration qu'on est capable, en vraiment 4 minutes, d'instancier une application
microservice basé sur le machine learning d'un produit de Google dans un environnement de cloud privé que vous pouvez instancier immédiatement chez vous, que je vous remercie et que je passe la suite au prochain speaker.